Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass organisée par Cannes Cinéma. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Vincent Jourdan avec nous qui va nous parler de l'influence du cinéma japonais sur le cinéma occidental. Vincent Jourdan, vous êtes intervenant et puis animateur de conférences sur le thème du cinéma et on est très content de vous recevoir avec nous, surtout sur cette thématique aujourd'hui. On a le plaisir d'avoir des cinéphiles assidus de vos conférences et une classe du lycée Bristol aujourd'hui qui nous accompagne. Voilà. Bonjour et je vous laisse la parole. Merci Aurélie. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'intervenir chez vous. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, je vous ai proposé en fait de parler pendant à peu près une heure, hein, donc de l'influence, comme disait, vous l'annoncez Aurélie, du cinéma japonais sur le cinéma occidental. Pourquoi? Parce que bon, cette influence, on la sent, on l'a senti pendant peut-être maintenant une soixantaine d'années à peu près. Donc elle est loin d'être négligeable. Elle se sent de plein de manières différentes. Et puis c'est la manière de parler de cinéma. C'est une manière de revenir sur une certaine histoire du cinéma, sur cette période. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi, elle est un peu symbolique des relations qu'il y a pu y avoir entre l'Europe et l'Asie, le Japon en particulier, avec une histoire qui a commencé par être très conflictuelle. Et on va voir que, enfin, moi, je trouve que ce que je trouve assez émouvant dans cette histoire, c'est qu'à un moment, en fait, à travers le cinéma, à travers l'art, il y a un point de jonction entre deux civilisations qui, au départ, n'ont pas grand-chose en commun et qui, bon, il n'y a pas eu que le cinéma, évidemment, mais qui, à travers le cinéma, ont appris à se connaître, à s'apprécier et finalement à se nourrir. Alors, comme ça serait un sujet trop vaste de parler de l'ensemble des allers-retours entre le Japon et l'Occident, on va plutôt se focaliser, ce qui d'ailleurs vous parlera peut-être un peu plus, sur la manière dont le cinéma japonais a influencé le cinéma occidental. C'est-à-dire au niveau des formes, au niveau des thématiques, des idées en fait qui sont passées comme ça de l'un à l'autre et qui se sont appropriées. On verra quand même un petit peu à la marge comment ça a aussi fonctionné un peu dans l'autre sens, forcément. Alors, pour pouvoir aborder en fait ce sujet avec quelques connaissances historiques, je vais faire quelques rappels. Rassurez-vous, hein, ce n'est pas un cours d'histoire, il y a des spécialistes pour ça. Alors, ce qu'il faut rappeler, qui me semble important, c'est que d'abord, à la moitié du 19e siècle, le Japon est un pays qui est fermé. C'est un régime autoritaire, c'est un empire. C'est un régime donc isolationniste qui est dirigé par ce qu'on appelle un shogunat, hein, du shogun qui à l'époque s'appelle Tokugawa et qui en fait empêche l'influence extérieure de rentrer dans le Japon. Ce qui n'empêche pas le Japon, lui, d'avoir une politique éventuellement expansionniste dans sa région. Et c'est à peu près à cette période qu'arrive, de manière assez symbolique, un Américain, un Commodore, donc un officier américain qui s'appelle Perry et qui va s'installer dans ce qui est l'ancienne Tokyo, qui n'existe pas encore sous ce nom-là. Donc on est en 1853. Vous voyez, c'est relativement, à l'échelle historique, c'est relativement récent, évidemment. Et donc, les Américains vont manœuvrer de manière à conclure un traité dans comment, une ville qui s'appelle Kanagawa en 1854. Et un traité, à l'époque, c'est quoi? Enfin, ça reste encore aujourd'hui très valable. Ce sont des traités économiques et donc un échange de marchandises. Et donc, à partir de là, forcément, en partie de, alors j'aime pas du tout le terme, mais il est aussi toujours très actuel, c'est des marchandises culturelles. Alors, que vend entre autres le Japon à l'époque? Culturellement, ils ont une musique, ils ont toute une civilisation très développée. Ils vendent évidemment une musique, mais aussi à l'époque, ce qui va beaucoup marquer, ce sont les estampes, les fameuses estampes japonaises qui vont arriver en Europe et aux États-Unis, en Occident donc, et impressionner les gens qui vont le voir. Donc la Grande-Bretagne, la Russie et la France, dans la deuxième partie du 19e siècle, vont aller commercer avec le Japon, qui va ensuite rentrer dans une ère qu'on a appelée l'ère Meiji, à partir de 1868, qui est une ère beaucoup plus d'ouverture. Donc, ces échanges donc commerciaux vont avoir une influence sur les artistes occidentaux et notamment donc à la fin du 19e en France, on va avoir ce qu'on appellera l'art japonesque, hein, ou le japonisme, donc qui a été théorisé, hein, où donc ils se sont intéressés ils ont commencé à s'intéresser donc beaucoup donc aux fameuses estampes, donc mais aussi à la peinture, à la musique, à la littérature japonaise. Et notamment, on va retrouver, alors je ne vais pas évidemment me lancer là-dedans, mais cette influence, on va la retrouver quand on voit les peintures, notamment des impressionnistes, en particulier des gens comme Manet ou Van Gogh. On voit bien
la manière dont ils ont vu en fait cette manière de représenter le monde à travers la peinture japonaise et comment en fait ils s'en sont inspirés. Et après, il y aura également l'art nouveau, hein. Donc voilà, ça c'est pour la première influence culturelle qui va être la base de ce qui va se passer plus tard pour le cinéma. Elle se trouve à cette période-là. Au niveau du cinéma, le Japon a développé un cinéma très tôt, hein. Les frères Lumière, qui sont partis partout, ont été au Japon dès 1897. Ils ont commencé à filmer là-bas. Donc, ils ont commencé à développer leur propre cinéma. Alors, c'est un peu particulier, le cinéma muet japonais, parce qu'il était tributaire de leur tradition artistique, notamment au niveau du théâtre. Et donc, pour vous donner un exemple, jusque dans les années 1920, les rôles de femmes étaient toujours joués par des hommes. C'était un peu particulier, mais enfin bon, voilà, c'est leur manière de faire. Il n'y a pas eu durant cette période, jusque quasiment à la fin de la guerre, il n'y a pas d'exportation de films japonais en Occident. Ça, c'est la chose qui est importante. Le premier film qui est montré de manière, on va dire, un peu de manière festivalière, c'est un film en 1926. Donc, le cinéma a déjà, chez eux, a déjà presque 25 ans, qui est un film d'un metteur en scène qui s'appelle Tenosuke Kinugasa. Bon, l'accent, évidemment, ne sera pas très bon, hein, qui s'appelle Une page folle. C'est pour l'anecdote, hein, 1926, le premier film qui est montré quelque part en Occident. Et ce qui va en fait d'abord faire rentrer le Japon en Occident au cinéma, ce sont les acteurs, et notamment un acteur dont on va reparler plusieurs fois, qui s'appelle Sessue Hayakawa, qui va avoir un gros succès en tournant notamment pour Cécile B2000. Ensuite, on va avoir un autre acteur qui s'appelait Onagata, qui était justement un de ces acteurs qui interprétait les rôles de femmes. Non, oui, ça, voilà, ça c'est une photo de Sessue Hayakawa, jeune, donc à l'époque du muet. Donc, donc ces acteurs qui interprétaient les rôles de femmes s'appelaient donc les Onagata, je vais dire une bêtise. Et donc le fameux film de Une page folle a été montré donc à Moscou et à Berlin. Et le metteur en scène avait rencontré notamment là-bas Eisenstein, donc le grand metteur en scène soviétique de l'époque, et Fritz Lang. Et puis, alors le cinéma en fait était basé à Tokyo. Et il faut savoir qu'à Tokyo, il y a eu en 1923 un tremblement de terre gigantesque qui a quasiment détruit la ville. Et donc, ça aussi, c'est important pour situer toute l'activité du cinéma japonais à ce moment-là a été transférée à Kyoto. Alors, je vous disais en introduction qu'on était sur donc un empire, un régime qui était autoritaire. Dans les années 30, ça ne s'est pas arrangé puisque ce sont les militaires en fait qui ont pris le pouvoir en 1932 et le Japon à nouveau pardon, c'est complètement refermé. Eh ben non. C'est refermé tout en ayant donc une politique colonialiste avec bon, tous les développements dont vous avez peut-être entendu parler, l'invasion de la Chine, de la Corée et évidemment donc la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre, donc qui chez eux a commencé en 1937 avec l'invasion de la Chine, qui s'achève donc en 1945 avec les 2 bombes atomiques. Cette guerre, en fait, a détruit beaucoup les infrastructures du Japon et notamment les studios et les salles de cinéma. Donc, tout ça, c'est pour expliquer que le cinéma japonais, en fait, dans son rapport à l'Occident, part de zéro à partir de 1945. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1945 ? Donc, une fois la paix revenue, les Américains vont en fait occuper concrètement l'île. Il y aura des bases militaires, des soldats, et ils vont créer, donc comme eux, ils sont très sensibles à la puissance du cinéma, ils vont créer une direction du cinéma qui a pour but de remettre en route une industrie cinématographique et une industrie cinématographique qui ne soit pas au service de la propagande. Bon, eux, ils le font, mais voilà, comme ils sont à la puissance occupante, ils ne veulent pas que les autres le fassent. Et entre autres, par exemple, au tout début, donc entre 45 et 50, ils vont interdire tous les films qui vont parler, par exemple, de l'époque impériale et notamment tous les films de samouraï. Donc voilà, ils veulent supprimer ce qu'ils appellent l'esprit féodal et notamment Akira Kurosawa, qui est le grand metteur en scène japonais de cette période, enfin un des grands, ils sont plusieurs, mais enfin bon, voilà, c'est mon préféré et c'est un des grands metteurs en scène de l'époque. Kurosawa va avoir certains de ses films qui seront interdits et c'est lui aussi qui va arriver, à force de ténacité, à remettre ce type de cinéma en place. Et donc, c'est avec un des films d'Akira Kurosawa qui s'appelle Rashomon,
qui est donc tourné en 1950 et qui sort en 1951 en Occident, que pour la première fois, un film est distribué et a un succès à l'Ouest, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. Alors ce film est joué par plusieurs acteurs dont certains vont avoir une très grande importance, enfin, ce sont déjà des vedettes, mais ils vont avoir une très grande importance dans l'imaginaire occidental. Ce sont donc Toshiro Mifune, qui est peut-être encore aujourd'hui un des piliers en fait, des acteurs japonais, Machiko Kyo, qui est une actrice aussi extrêmement populaire qu'on va recroiser, Masayuki Mori, qui lui est un petit peu moins connu, et un autre acteur qui va beaucoup jouer avec Kurosawa, qui s'appelle Takashi Shimura, et qui est célèbre pour avoir un crâne bien lisse. Alors c'est un film donc, qui est présenté au Festival de Venise, où il reçoit donc le Lion d'Or, la plus grande distinction. Et ensuite, l'année suivante, il a l'Oscar du meilleur film étranger. Donc, il symbolise l'ouverture donc de ce cinéma et il va être suivi par un autre, alors deux metteurs en scène aussi extrêmement importants. Le premier, c'est Kenji Mizoguchi, avec des films qui s'appellent Les Contes de la Lune vague après la pluie. Alors lui, il a toujours des très beaux titres, hein, qui sera Lion d'argent à Venise, La vie d'Oharu, femme galante en 52, qui sera également primé, et L'intendant Sancho en 1954, qui sera également primé à Venise. Donc, ce sont des films. Donc, voilà, à partir de cette période, on a des films qui arrivent, qui vont dans les festivals, les grands festivals internationaux, et qui sont distingués parce qu'on les trouve absolument remarquables. Et puis, en 54, on a peut-être le premier film qui va avoir une influence majeure, ce sont les Sept Samouraïs, à nouveau d'Akira Kurosawa, dans lequel on retrouve Toshiro Mifune et Takashi Shimura, qui sera également présenté à Venise. Et la même année, donc Cannes, qui était donc le festival de Cannes, qui a toujours été un petit peu en compétition avec le festival de Venise, montre un film de Tenosuke Kinugasa qui s'appelle La Porte de l'Enfer, qui est un petit peu moins connu aujourd'hui, qui sera donc le Grand Prix, l'équivalent de ce qui est aujourd'hui la Palme d'Or. Alors bon, on va essayer de ne pas se perdre dans les noms, mais voilà, c'est pour situer un petit peu cette période. Et à la même, donc toujours à cette période, donc les films vont en festival, ils sont appréciés et la critique est dithyrambique, notamment donc pour rester sur la France, les cahiers du cinéma font de Mizoguchi un des grands maîtres du cinéma mondial, qu'il est d'ailleurs. Ils vont donc parler énormément. Donc il faut savoir que ces critiques des cahiers du cinéma sont tous des futurs réalisateurs. On va retrouver François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer. Donc ils adorent ce cinéma, cette manière de faire du cinéma. Et donc forcément, comme ils vont être dans la décennie suivante les promoteurs de la nouvelle vague, ils vont passer réalisateurs, ils vont forcément intégrer cette influence. On retrouvera notamment dans la manière de traiter les personnages féminins, etc. Alors, on va voir la photo donc numéro peut-être Julie, si tu peux me remettre la photo numéro 1 et c'était donc non, alors c'est pas voilà, non, c'est celle-là, hein. Alors voilà, ça c'est, donc on va prendre un petit peu chronologiquement donc la manière dont les choses se sont intégrés aux États-Unis et en Europe. Donc cette photo, vous reconnaissez sans doute le personnage qui est à votre gauche. C'est Humphrey Bogart. C'est un film de 49 qui s'appelle Tokyo Joe et qui est donc rappelons donc que les États-Unis et le Japon se sont livrés une guerre absolument dramatique, acharnée, cruelle pendant de 41 à 1945, avec des dizaines de milliers de morts de part et d'autre, un peu plus de Japonais quand même, que le Japon a été vaincu par les États-Unis. Et donc, 4 ans plus tard, les États-Unis, à travers le cinéma, commencent à retourner, se rapprocher du Japon, avec ce premier film donc de Stuart Eisler, qui est un cinéaste plutôt commercial, un peu tout-terrain, et donc est un film qui parle d'un Américain, donc joué par Bogart, qui est installé avant-guerre à Tokyo. Alors, ce film est important parce que c'est la première fois qu'il parle de ce type de thématique après-guerre. Et par contre, c'est un film qui est tourné aux États-Unis et en studio. Donc, on va voir une photo numéro 2. Ah non, alors ça c'est la 3 pardon. Alors donc ça c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est le fameux Sessue Hayakawa et voilà, donc la photo numéro 3, voilà, donc ça c'est un film qui s'appelle La Maison de bambou, qui est tourné quelques années plus tard en 1954 par un metteur en scène qui s'appelle Samuel Fuller, alors qui lui est assez différent de Stuart Eisler, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait aussi dans la série B, mais qui était aussi, Samuel Fuller est quelqu'un qui avait fait la guerre. Alors lui, il a fait la guerre plutôt sur le front,
occidentale, hein. Il a notamment été, à Omaha Beach, hein, il a débarqué en Normandie avec sa troupe. Il a filmé la libération des camps de concentration et donc en 54, il va faire un film avec les 2 acteurs que vous voyez ici qui sont, Robert Ryan et Robert Stack. Robert Stack étant devenu très célèbre en jouant Elliot Ness dans Les Incorruptibles. Et La Maison de bambou est le premier film américain tourné sur place, c'est-à-dire au Japon. Et on va donc trouver alors la particularité aussi, c'est que la vedette féminine de ce film s'appelle, Yoshiko Otaka, qui a un pseudonyme américain qui est Shirley Yamaguchi, qui est une japonaise, mais qui est née en Chine, déjà des mélanges intéressants, et qui a débuté avec Akira Kurosawa en 1954, mais qui est, voilà, qui est aussi donc la 1re, la 1re actrice, japonaise à avoir un rôle majeur dans un film américain. D'ailleurs un rôle, sentimental, hein. Il faut savoir que le cinéma américain était, extrêmement, attentif à ce qu'ils appelaient les relations interraciales. On ne pouvait pas montrer, un blanc avoir une relation avec une noire ou un blanc avoir une relation avec une asiatique ou alors il fallait prendre extrêmement de précautions. Là, c'est un des films qui va être important donc parce qu'il va montrer le Japon. Vous voyez sur ce photogramme du film qu'il a utilisé avec beaucoup de goût, l'esthétique japonaise, hein. Mais il va aussi montrer un Américain qui tombe amoureux d'une Japonaise, ce qui, en 1954, n'est absolument pas anodin. Voilà, aujourd'hui, ça semble beaucoup plus, ordinaire, hein, comme ça doit l'être, mais à l'époque, non, c'est qu'un film qui est, à ce stade-là, extrêmement progressiste. J'ai vu qu'il y avait une question qui passait peut-être. Si vous avez des questions, je peux, les prendre au fur et à mesure, donc qu'on perde le fil. Bon, alors je continue. Donc on va alors, suite à ce film, Fuller fera un deuxième film sur le même type de thématique, c'est-à-dire les relations entre le Japon et les États-Unis, un film qui s'appelle, Le Kimono pourpre. Donc ça, ce sont tous des films qui sont disponibles, souvent qui ont été restaurés comme, La Maison de bambou. Je vous invite vivement à essayer de les découvrir, hein, par les médiathèques ou en allant les acheter, hein, si vous pouvez. Mais c'est des films qu'on trouve, assez facilement et qui sont vraiment, formidables, hein. Ça, en fait, c'est un polar. Le Kimono pourpre est également un polar. Alors lui, il est intéressant parce qu'il prend les choses un peu à l'envers. Il va raconter en fait une histoire à nouveau de policière, mais qui se passe aux États-Unis, mais qui met en jeu des personnages de Japonais qui vivent et qui sont installés aux États-Unis, qui sont d'ailleurs souvent citoyens américains. Là aussi, on est encore une fois, on est dans les années 50. Donc 10 ans avant, il faut rappeler que les Américains ont enfermé dans des camps, de prisonniers, une très grande partie de leur population d'origine japonaise parce qu'ils avaient, peur qu'ils ne soient pas loyaux aux États-Unis, donc avec évidemment tous les drames humains qu'on peut imaginer. Alors il faut dire aussi que certains Japonais se sont engagés dans l'armée américaine. C'est le cas de la vedette du kimono pourpre qui s'appelle James Shigeta, donc qui était donc d'origine japonaise mais citoyen américain et qui a fait la guerre dans l'armée américaine. Enfin, vous voyez aussi ce type de mélange. Ce qui est bien de rappeler ça, c'est aussi de voir que les choses ne sont pas noir ou blanc, elles ne sont pas manichéennes, hein. Il y a beaucoup de choses à nuancer, notamment à travers des personnages comme ceux-ci. Et puis, donc, on va voir la photo numéro 4. Autre film, assez curieux, de la même période, des années 50 toujours, qui est réalisé par John Huston. John Huston qui est un des grands cinéastes américains aussi de l'époque. Huston était quelqu'un qui aimait beaucoup la civilisation asiatique, hein, comme on a parlé tout à l'heure des artistes français qui s'intéressaient, à l'art japonais. Lui aussi s'intéressait, il était collectionneur et il a fait un film en 58. Alors avec cette idée, à la fois curieuse et intéressante, c'est de donner le rôle du personnage central à John Wayne, qui représente vraiment l'Amérique, c'est le symbole de l'Amérique, triomphante, en tout cas de cette époque. Et John Wayne donc joue le rôle d'un ambassadeur américain qui est envoyé, c'est une variation en fait sur ce fameux Perry dont je vous ai parlé en introduction, et donc qui va aller au Japon pour négocier un traité avec les Japonais. Et vous voyez, alors de la même manière, avec son goût, d'occidental et sa fascination pour l'art japonais, Huston va, recréer en fait des scènes. Si on élimine les 2 personnages du centre, on pourrait se croire dans un film de Mizoguchi ou de Kurosawa, ou d'un cinéaste de l'époque. C'est-à-dire, il y a une grande attention qui est portée au décor, aux costumes, aux rituels. Il y a des scènes de danse, et cetera. Donc, il y a évidemment un certain nombre de il y a la vision occidentale, hein, du Japon, mais elle est traitée avec beaucoup de sensibilité,
de goût, et on va donc habituer aussi le public occidental à voir ce type de scène. Et c'est un film alors c'est un film, John Wayne et John Huston étaient partis pour s'entendre. Ça s'est très mal passé finalement entre eux. John Wayne finalement s'est retrouvé gêné. C'est pas un rôle d'action qu'il a, c'est un rôle un peu particulier, plutôt quelqu'un qui subit les événements, donc ça lui plaisait moyen. Il y avait une scène notamment où on lui faisait une démonstration de judo. Alors là aussi, c'est une des premières fois où on voyait la pratique d'un art martial dans un film occidental. Et puis, voilà, donc il devait donc tomber et ça l'embêtait, lui qui fait 1,94 m je crois, de se faire mettre par terre par, un Japonais qui devait faire 1,60 m. Donc il a plutôt mal vécu le tournage, mais en même temps, bah, pour le film, c'est pas si mal que ça, en fait. C'est très bien parce que finalement, c'était ça l'intérêt du film, c'était de montrer comment, un occidental pénétrait dans un monde qui n'était pas le sien, et comment c'était pas facile, et puis comment il arrivait quand même à nouer des relations, et des relations évidemment pacifiques et d'échange, hein. La vedette, là encore, la vedette, féminine, qui est Eiko Ando, était une grande actrice japonaise de l'époque, et celui qui jouait donc le shogun, qui s'appelle donc, et l'acteur s'appelle So Yamamura, était quelqu'un qui avait joué pour Ozu, pour Mizoguchi, pour Kurosawa, etc. Donc c'était aussi pareil, une grande vedette. Alors ensuite, il y a un film qui a beaucoup aussi marqué l'imagination, qui cette fois-ci nous transporte chez les Anglais. Les Anglais aussi se sont battus, notamment en Birmanie. Enfin, ils ne se sont pas battus au Japon même, ou dans les îles comme les Américains. Ils sont plutôt battus sur le continent. C'est le pont de la rivière Kwai, dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'était un immense succès. Voilà, merci Julie. Voilà, alors dans le pont de la rivière Kwai, la particularité, c'est qu'on retrouve à gauche le personnage donc de l'officier japonais qui est joué par Sessue Hayakawa, qu'on a vu beaucoup plus jeune tout à l'heure. Alors Hayakawa avait eu des problèmes dans sa carrière, et il était un peu dans le creux de la vague, et David Lean, le metteur en scène britannique du pont de la rivière Kwai, est allé le chercher pour un film aussi qui met en parallèle donc la manière de faire des Japonais avec la manière de faire des Britanniques. Et finalement, d'une certaine manière, humainement, David Lean renvoie dos à dos les 2 personnalités, donc le commandant du camp japonais et le commandant des prisonniers britanniques. Alors c'est pas lui, hein, c'est Alec Guinness. Là actuellement, Alec Guinness, il est dans la prison tout au fond, qu'on distingue, hein, parce que ça c'est un personnage beaucoup plus sympathique, moins rigide, on va dire. Mais Guinness, l'officier anglais, se révèle aussi rigide dans ses codes militaires que l'officier japonais. Donc c'est une manière aussi de se rapprocher, parce que finalement les 2 hommes, sans vraiment se le dire, finissent par s'estimer d'une certaine façon, parce qu'ils partagent, alors pas les mêmes codes, mais le fait d'avoir des codes. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, et donc on va montrer la photographie suivante. Elle a été immédiatement parodiée. Donc Julie, si tu veux bien. Voilà la photo, pardon. Voilà, donc la photo suivante, la 6, elle a été parodiée quelques années plus tard dans un film qui s'appelle Le Kid en kimono. Alors, le personnage qui est à votre droite, c'est Jerry Lewis. Alors Jerry Lewis, moi j'aimerais bien en reparler parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a été un petit peu, qui est en train de passer un peu à l'as, alors que ça a été un immense burlesque. C'est quelqu'un qui faisait des films, des comédies vraiment formidables, qui a été metteur en scène, etc. Et donc dans les années 50, pardon, il n'est pas encore metteur en scène. Par contre, il est une très grande vedette, et c'est un de ses premiers films avec un metteur en scène qui s'appelle Frank Tashlin, où il va jouer donc en solo. Et donc dans ce film, il va aller au Japon, adopter ce petit garçon qu'on voit dessous, et il va rencontrer le grand-père de ce garçon, qui est joué une fois de plus par Sessue Hayakawa, et qui parodie, hein, de manière assez savoureuse, son personnage du pont de la rivière Kwai, puisqu'en fait il est en train de rebâtir le même pont, mais dans son jardin. Voilà, avec ses employés. C'est une scène qui est assez drôle, et vous voyez là que tout le monde est extrêmement détendu. Donc on a à la fois ce côté un petit peu traditionnel, l'arrivée donc d'un occidental, et puis donc cette amitié en fait qui est possible entre ces deux peuples qui se sont, moins de 10 ans avant, encore une fois, écharpés. Alors, on va avoir à ce moment-là une période avec plusieurs films qui vont être plutôt des comédies cette fois-ci, où on va explorer donc cette relation entre le Japon et l'Occident à travers des comédies. Donc, on va passer à la photographie suivante, qui doit être la scène. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez.
Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir à qui est ce magnifique japonais. Euh, non? Alors, bon, il n'y a rien à gagner, c'est pas très grave. Donc, ce japonais est joué par Marlon Brando, hein, dans un film qui s'appelle Sayonara. Alors, il fait quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup moins bien vu, c'est-à-dire que il est grimé en japonais, hein. À l'époque, c'était extrêmement fréquent, hein, que des acteurs se déguisent de cette manière. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui passe beaucoup moins bien. Ceci dit, il faut reconnaître une chose, c'est que, alors d'abord, d'une part, on est dans une comédie, donc ça se justifie quand même un peu. D'autre part, il faut bien dire aussi, c'est qu'il est assez ridicule. C'est sûrement un des rôles les plus ridicules de Marlon Brando, mais pour les fans de cet acteur qui est considéré comme un des très très grands acteurs du XXe siècle, ça vaut quand même le coup de voir ce qu'il a été capable de faire à certains moments. Donc Sayonara, un film de Joshua Logan de 57, où voilà, Brando joue un japonais. Il y aura un deuxième film qui s'appelle La Petite Maison de Thé, où il reprend le même type de rôle. Et ça aussi, on va voir, alors je ne sais pas si j'aurai une photo, je crois pas que j'aurai une photo, mais les Italiens vont refaire la même chose dans les années 70, avec notamment Thomas Milian, qui était aussi un acteur assez extravagant, qui d'ailleurs avait fait la même école d'acteurs que Marlon Brando, la fameuse Actor Studio, quand il était jeune. Et Thomas Milian, dans les années 70, aura une partie de sa popularité qui viendra de ses rôles de japonais, des japonais caricaturaux, dans des westerns et dans des comédies qui se passent à Rome notamment, où il est également savoureux. Alors, on va venir maintenant sur d'autres pays, hein. Il n'y a pas que les Américains. Alors, les Américains, évidemment, ils étaient particulièrement intéressés de faire ce type de cinéma qui montrait en fait comment on pouvait se réunir. La France aussi s'est intéressée à ces rapports. Alors, on va montrer donc la photo 8. Alors, d'un film qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais la photographie est assez parlante. C'est un film qui s'appelle Typhon sur Nagasaki. Donc, c'est la première coproduction entre la France et le Japon. C'est un metteur en scène qui s'appelle Yves Ciampi. Et la vedette au milieu, c'est Jean Marais. Alors Jean Marais, voilà, ouais, c'est La Belle et la Bête, c'est Fantomas, hein, pour prendre ces deux registres. C'est un acteur extrêmement populaire à l'époque, qui aujourd'hui a toujours d'ailleurs un souvenir extrêmement vif dans notre cinéma. Et donc dans ce film, ça raconte l'histoire d'un ingénieur donc français qui va aller avec sa femme, jouée par Danielle Darieux, qui est aussi une des très grandes vedettes féminines de l'époque, et qui va rencontrer donc une japonaise jouée par Keiko Kishi, qui va devenir l'épouse du metteur en scène français, donc Yves Ciampi. Voilà. Et donc ce film, qui est un film alors c'est un film à grand spectacle, hein, qui a été un très gros succès, qui montre alors, le fameux typhon à la fin. Donc c'est aussi un film catastrophe, hein, avec raz-de-marée, tremblement de terre, etc. Avec Jean Marais en personnage assez héroïque. Et là aussi, comme vous voyez donc sur cette photo, donc on va avoir une sensibilité à la civilisation japonaise en montrant un certain nombre voilà, les costumes traditionnels, les jardins japonais. Vous voyez aussi on voit derrière des personnages qui sont habillés à l'occidental, des Japonais habillés à l'occidental. Donc on va montrer à la fois la tradition et la modernité du pays. Parce que le Japon va se reconstruire très vite pour des questions, alors notamment de guerre froide. Je fais une toute petite parenthèse historique. C'est que donc la Seconde Guerre mondiale se terminant, immédiatement, le monde bascule dans ce qu'on appelle la guerre froide, c'est-à-dire cette fois-ci entre le bloc occidental, capitaliste et démocratique, et de l'autre côté, le bloc de l'Est, communiste, mené donc par l'URSS, puis par la Chine à partir de 1949. Et donc, des conflits vont éclater, qui ne seront d'ailleurs pas des conflits froids du tout, comme la guerre de Corée, hein, qui va être extrêmement meurtrière. Et du coup, il va y avoir une espèce d'équilibre, un peu de la terreur qui va se mettre en place pendant une trentaine d'années. Et le Japon, évidemment, on ne pouvait pas laisser le Japon, les Américains ne pouvaient pas laisser le Japon se livrer à lui-même. C'était pas possible. C'est comme ça qu'ils ont soutenu le Vietnam, enfin, qui sont intervenus un peu partout, bon, avec le succès que l'on sait. Et donc, ils vont aider le Japon à se reconstruire. Le pays va se reconstruire très vite. Et dès les années 50, c'est un pays qui est en pleine dynamique. Et notamment, voilà, Typhon sur Nagasaki montre également cette dynamique. Et c'est un film qui sera bien accueilli pour voir que ce n'était pas un film estampillé Nouvelle Vague. François Truffaut, par exemple, qui avait la dent dure à l'époque en tant que critique, dira beaucoup de bien de ce film.
qui malheureusement n'a pas été restauré, ça vaudrait le coup, heu, mais qui est visible. Voilà. Alors l'autre film, alors du coup on bascule, 59, La Nouvelle Vague, donc photo 9, Julie s'il te plaît. Donc ça va être, un film aussi qui va énormément marquer les esprits. Alors la photo est pas forcément, enfin si elle est parlante parce que voilà, on voit que par rapport au film précédent, on montre un Japon, là, cette fois-ci, tout à fait contemporain. Donc le film, c'est Hiroshima, mon amour, donc le film d'Alain Resnais qui va être, assimilé à La Nouvelle Vague, même s'il est un peu particulier, Resnais. Le scénario est écrit par Marguerite Duras, d'après son roman, et les vedettes sont Emmanuel Riva et le japonais Eiji Okada. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme, donc française, qui tombe amoureuse d'un Japonais alors qu'elle est en déplacement à Hiroshima, avec évidemment toute la symbolique, hein, de la bombe atomique. Donc c'est là où il y a la fameuse phrase que certains d'entre vous connaissent sans doute: «Tu n'as rien vu à Hiroshima». Et ça, c'est une scène qui est tirée de la 1re scène du film, la toute première scène du film où les 2 personnages sont en train de faire l'amour, et en même temps, voilà, la caméra se promène dans les rues d'Hiroshima en 59, et on voit, de manière très documentaire, puisque Alain Resnais vient du documentaire, et ça, c'est un de ses premiers films de fiction. On rentre comme ça avec une caméra, qui fait de long travelling en voiture, on rentre de plein pied dans le Japon, moderne. Ça va être une 1re entrée, et cette manière de montrer le Japon à ce moment-là va donc nous faire découvrir en Occident un Japon donc contemporain, mais va aussi, influencer la manière dont les cinéastes, à venir des années 60 vont montrer, l'étranger, et les villes notamment. La manière de montrer les villes est différente de ce qu'on a vu, et par rapport au film de Ciampi, on voit que cette fois-ci, on dégage tout ce qui est, un peu traditionnel, et qui peut relever à la marge du cliché, c'est-à-dire les costumes traditionnels, la geisha, le jardin japonais. Ça fait partie de leur culture, mais c'est juste un aspect. C'est pas non plus le Japon, contemporain. Alors, on va retrouver cette influence d'un cinéma japonais plus contemporain, qui va venir d'un cinéaste donc qui s'appelle Yasushiro Ozu, qui lui a fait moins de films historiques. Kurosawa a fait des films contemporains aussi, mais il est plus associé, comme Mizoguchi, à des films en costume, plutôt historiques. Ozu, lui, c'est vraiment le grand peintre du quotidien, et donc photographie 10. On va retrouver sa manière de filmer qui va beaucoup impressionner, même si ces films ont été découverts un peu dans le désordre. Voilà, photo 10. Alors ce film est un film belge qui s'appelle Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce. L'actrice, c'est Delphine Seyrig, et la réalisatrice, c'est Chantal Akerman. C'est un film qui dure 3 heures et demie et qui montre le quotidien d'une femme, quotidien assez rude, puisqu'elle est obligée notamment de se prostituer à l'occasion pour pouvoir, joindre les 2 bouts. Vous voyez que c'est quelqu'un qui vit dans un intérieur très sobre, et en fait, Ackerman a expliqué qu'elle s'était beaucoup inspirée du cinéma d'Ozu pour filmer, dans la durée. En fait, ce sont des plans qui sont assez longs, et on va la montrer là, par exemple, en train de faire la cuisine. On va la voir pendant plusieurs minutes, faire la cuisine. Voilà, c'est vraiment une manière aussi de plonger dans le quotidien de quelqu'un, je dirais «à la japonaise» entre guillemets. Alors, ça, ce sont les différentes manières de recevoir cette influence. On va avoir de la même manière, alors là, on va commencer peut-être à parler un peu d'aller-retour. Dans des films, on va revenir un peu en arrière, plus, commerciaux, on va dire. Alors il y a le fameux Godzilla, dont vous avez sans doute entendu parler, hein, le fameux monstre de la Toho, qui est la grande société de production japonaise, film d'Ichiro Honda, qui était l'assistant d'ailleurs de Kurosawa. Donc Godzilla, avec son monstre, va lancer une mode, très, très longue des films de grosses bêtes, hein, au Japon, et c'est un film qui va immédiatement intéresser les Américains, qui vont en fait l'acheter, le remonter et tourner des films, des scènes avec, un acteur américain à l'intérieur, pour pouvoir le mixer un peu à leur sauce et le faire rentrer sur le marché américain, et ce film donc va avoir une énorme influence, sur le cinéma fantastique, puisqu'il y a eu notamment un Godzilla de Roland Emmerich à la fin des années 90, hein, mais ça continue, hein. Là, on va sortir, je crois, bientôt, un King Kong contre Godzilla, qui est une coproduction américano-japonaise. Et on retrouve, alors photo 11, Julie s'il te plaît, on va retrouver cette influence, de manière aussi un peu, amusante.
Voilà, dans un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui s'appelle Tokyo, qui est un film à sketch avec 3 metteurs en scène qui ne sont pas japonais, puisque c'est Michel Gondry, Léos Carax et Bong Joon-ho. Et Léos Carax a créé ce personnage avec Denis Lavant, le personnage qui est ici, qui s'appelle Monsieur Merde. Et en fait, quand il sort de son égout, l'égout est à Tokyo, et quand il sort, on a la musique de Godzilla. Cette musique est tellement célèbre, je ne me risquerai pas à vous la chanter, que évidemment on reconnaît immédiatement l'influence. Alors, je vais avancer un peu, parce qu'il est déjà 37. Alors, on va cette fois-ci parler donc toujours dans ces systèmes d'influence croisée, cette fois-ci la manière dont le cinéma a été complètement récupéré par l'Occident pour comment dire, le reproposer d'une autre manière. Et le premier film qui marque cette tendance, c'est un western. On est en 1960 aux États-Unis et les Américains vont acheter les droits des 7 samouraïs parce que l'histoire leur a énormément plu et on dit beaucoup, bah voilà, alors ça c'est le samouraï, alors photo 12 et photo 13, voilà. Alors, ce personnage du samouraï, en fait, va profondément marquer les esprits. Et donc, les Américains vont acheter le scénario de Kurosawa et ils vont en faire donc les 7 mercenaires, qui, même à un moment en Occident, sera plus connu que son modèle, où on va complètement transposer en western cette histoire. Alors, c'est un film qui est très populaire, qui même encore aujourd'hui est régulièrement diffusé, mais par rapport aux 7 samouraïs, il y a quand même une grosse déperdition. C'est-à-dire que tout l'aspect social qui intéresse Kurosawa, tout l'aspect d'ailleurs, la romance empêchée entre un jeune samouraï et une paysanne, tout ça, ça va être éliminé. On va en fait garder le côté un peu schématique. Mais les 7 samouraïs fait plus de 3 heures, alors que les 7 mercenaires en fait tout juste 2. Donc c'est un film qui va beaucoup compter, mais qui va, voilà, qui à mon sens, dans la transposition, traduit une déperdition. Alors la photo qui était juste avant, la photo 12, c'est le samouraï. Donc là, cette fois-ci, c'est en France que ça va utiliser comment dire, cette fascination du samouraï. C'est un film de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon. C'est un de ses rôles les plus emblématiques. Et en fait, Melville va en fait transposer sur ce personnage qui est un tueur à gages solitaire qui vit donc avec son oiseau. Il va transposer en fait les codes du film de samouraï dans le code du polar français pour un résultat qui est assez fascinant, il faut bien le dire. Et Delon va complètement se couler dans ce moule pour voilà, un personnage qui va rester, voilà, quand on parle d'Alain Delon, de ses grands rôles, hein, il y a le guépard, la piscine et le samouraï, forcément, même s'il y a plein d'autres choses chez lui. Alors, les 7 samouraïs vont avoir une influence, alors le succès aussi des 7 mercenaires va faire que on va continuer sur cette lignée. C'est-à-dire qu'on va retrouver, les Italiens vont faire un film qui s'appelle Les 7 gladiateurs à l'époque du péplum. Dans les années 80, après Star Wars, il y a un Japonais, de nationalité américaine qui va faire Les mercenaires de l'espace. On va avoir un film du Kazakhstan qui s'appelle The Wild East en 93 où on va reprendre cette histoire-là. Il y a le dessin animé Mille et une pattes qui reprend le même principe. Et dans Game of Thrones, si vous avez vu la saison 7, il y a un épisode où ils sont 7 à se réunir pour partir chercher un mort-vivant au-delà du mur. Et c'est un épisode qui, une fois, quand on les voit défiler, évidemment, on pense à quoi? On pense aux 7 samouraïs et aux 7 mercenaires. Alors, d'une manière générale, hein, ces transpositions, elles font aussi appel à ce que Kurosawa avait mis en place en termes de mise en scène, c'est-à-dire la manière de montrer les combats, les ambiances, par exemple le fait de créer des scènes d'action qui se passent sous la pluie. Hein, le premier à avoir vraiment adoré faire ça et avoir impressionné avec ça, c'est Kurosawa, le fondateur de cette idée. Et ça, on le retrouve même dans des films extrêmement récents, dynamiser en fait une scène d'action en la faisant se passer sous la pluie ou sous la neige d'ailleurs. L'utilisation du ralenti, aussi, ou de longues focales qui vont permettre en fait de détacher les personnages et de donner de dynamiser en fait, des scènes qui jusqu'à présent étaient en fait, montrées de manière plus, linéaire, plus, pas statique parce qu'elles étaient très dynamiques aussi, mais qui jouaient plus sur le mouvement. L'utilisation d'effets, comme le ralenti ou les longues focales, c'est quelque chose qui va permettre en fait
de montrer les choses différemment. Et ça va impressionner des gens comme le nouvel Hollywood notamment, où des gens comme Sam Peckinpah, Spielberg, Arthur Penn, des gens comme ça vont s'inspirer de cette manière de faire. Alors, Rashomon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui va impressionner par sa structure narrative. Alors, il faut rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas le film, donc Rashomon, c'est l'histoire d'un crime, c'est-à-dire c'est un samouraï avec sa femme qui sont agressés par un bandit dans un bois. Donc le bandit tue le mari et viole la femme, et il est arrêté et on va faire son procès. Et dans le film raconte cette histoire selon le point de vue de chacun des protagonistes. C'est-à-dire la femme raconte ce qui lui est arrivé, le bandit raconte ce qui s'est passé, enfin, ce qu'il pense avoir fait. Le mari, on évoque son esprit et il vient raconter ce qui lui est arrivé. Et finalement, il y aura un quatrième personnage qui va donner une version objective, enfin, théoriquement objective. Et l'enjeu du film, qui est assez fascinant, c'est à chacun sa vérité et comment finalement on réunit un peu tout le monde. Alors, cette esthétique va beaucoup plaire et on va la retrouver dans plusieurs films. Sergio Corbucci, dans les années 50, va faire un film qui s'appelle La Peccatrice dell'Isola, La pécheresse de l'île, avec Silvana Pampanini, qui est une grande vedette de l'époque et qui raconte la même histoire. C'est un crime passionnel qui va être raconté comme ça par fragments. Dans les années 60, il y a un western qui va être tiré, pareil, de la même manière, en achetant les droits de Rashomon et en racontant cette histoire-là. Mario Bava aussi fera un film où il va raconter, dans un contexte de l'Italie des années 70, un crime avec plusieurs points de vue. Alors l'autre donc Rashomon donc va influencer cette façon de raconter. L'autre film qui va beaucoup marquer les esprits, c'est un film un peu plus récent de 62 qui s'appelle Le Garde du corps, Yojimbo. Donc là, on va voir, je vais vous montrer on va passer les trois photos l'une derrière l'autre, hein, 14, 15 et 16. On s'arrêtera peut-être sur la dernière. Alors voilà, 14, 15 et 16. Voilà, on va peut-être rester sur la 16. Alors, donc ce film de Kurosawa a aussi beaucoup marqué. Et donc le film sort en 62, il sort en Occident en 63. Et Sergio Leone, qui n'est pas encore le grand metteur en scène que l'on sait, un de ses amis va l'envoyer voir le film en lui disant: toi qui veux écrire un western, il y a un film vachement intéressant. Et en fait, donc à Noël 63, Léon voit Le Garde du corps et il va en tirer un scénario qu'il va mettre en scène, qui va s'appeler Pour une poignée de dollars, pour lequel il va engager un jeune acteur américain de série télé qui s'appelle Clint Eastwood. Et donc, ils vont avoir un succès absolument phénoménal qui va lancer la mode du western italien et cette influence du film de samouraï qui va être relancée sur le western occidental. Alors, à travers ces photogrammes, vous voyez qu'en fait, Léon, alors, au niveau du scénario, il est clair qu'il a vraiment pompé beaucoup de choses. Après, ce qui est intéressant, c'est en fait, il arrive à digérer le style de Kurosawa pour créer son propre style. Le style Léon, en fait, vient de là, mais il arrive à en faire quelque chose de personnel. Mais il va vraiment. Alors après, à partir de son film suivant, il va s'en détacher. Mais quand on voit les deux films l'un à côté de l'autre, d'ailleurs, c'est dans l'exposition Sergio Leone qui avait été montrée au Palais des Festivals, il y avait une espèce de petite vidéo qui montrait ça en détail, et c'est vraiment flagrant, quoi. La manière dont il a digéré l'influence est vraiment fascinante à voir. Alors, ça, cette Tellement influence. Oui. Pardon Vincent, c'est Aurélie. Tellement flagrant d'ailleurs qu'il y a eu un accord, hein, une tractation au tribunal, hein, pour ça, hein, et il me semble que c'est Kurosawa qui a eu les droits du film de Sergio Leone pour le Japon. Voilà, tout à fait. Je disais qu'ils avaient racheté les droits, les Américains avaient racheté les droits. Les Italiens, on le sait, surtout à cette époque, ils étaient moins regardants, hein. Et effectivement, ils se sont pas souciés des droits, mais en fait, ils pensaient aussi, à leur décharge, c'est qu'en fait, ils pensaient faire un petit western de série qui sortirait dans des salles de quartier et donc que personne s'en apercevrait. Quand le film, évidemment, a commencé à être un phénomène, qu'il a été acheté partout, c'était plus possible. Donc effectivement, il y a eu la Toho, donc a commencé à dire que ça allait pas. Et il y a effectivement, alors je crois que je sais plus si elle avait été montrée, elle était à Paris, je sais pas si elle a été descendue à Cannes, mais il y a la lettre signée que Léon avait gardée précieusement parce qu'il admirait Kurosawa, signée par Kurosawa, qui règle en fait les choses. Voilà.
Donc on va retrouver, alors photo 17, cette influence, on va le retrouver dans un autre film qui a aussi beaucoup marqué les esprits, c'est le Django de Sergio Corbucci, hein, avec ce personnage de samouraï errant qui vient directement de ces personnages-là. Sachant qu'en plus, à l'époque, donc commençait à sortir donc, ce qu'on appelle le Shambara, c'est-à-dire plein d'autres films de samouraï, où on a ces personnages un peu solitaires, assez violents, hein, la manière de montrer la violence, la manière, cette rapidité d'exécution de la violence aussi, elle vient de cette façon de filmer qu'avaient les Japonais. Et là aussi, on va retrouver ce type de personnage dans des films beaucoup plus récents, comme Le guerrier et la sorcière, qui est un film de 84, un film d'heroic fantasy, ou Dernier recours de Walter Hill, qui est un film de 96 avec Bruce Willis. Pareil, hein, la guerre des étoiles, c'est connu, parmi les nombreuses choses qui ont inspiré, George Lucas, il s'est inspiré de La forteresse cachée, qui est aussi encore une fois un film de Kurosawa, pour lequel il reprend un certain nombre d'éléments de structure narrative. Les 2 robots, 6PO et D2R2, viennent d'un couple de serviteurs du film de Kurosawa qui passent leur temps à se disputer dans le désert. Voilà, ça c'est source d'inspiration, hein. Et puis bon, dans Star Wars, il y a une grosse influence dans les maquillages, dans les costumes, hein, les gardes impériaux, par exemple, ils ont clairement une esthétique de samouraï, de guerrier japonais. Autre manière de s'influencer, c'était le polar. Dans les années 70, le polar japonais qui est extrêmement violent et extrêmement radical va marquer les esprits de ceux qui vont aller voir. C'est pas un cinéma qui était beaucoup distribué, mais on en a vu certains et les metteurs en scène qui l'ont vu évidemment ont été très sensibles à ça. Et il y a quelqu'un qui va s'en emparer, c'est Jim Jarmusch avec La Voix du samouraï. Donc on va voir les photos 18 et 19, où il va donc en fait faire un espèce de remake d'un film japonais donc de Seijun Suzuki qui s'appelle La Marque du tueur. Voilà, donc ça c'est La Marque du tueur avec Joe Shishido et ses fameuses bajous. C'est un acteur en fait donc très populaire au Japon. Et en fait, alors, curieusement, ce qui était populaire, c'était le fait qu'il avait des joues très gonflées. Et il s'était fait même opérer les joues pour les garder bien gonflées. Et donc il joue un espèce de tueur dans un polar, avec, enfin extrêmement visuel, avec des idées complètement folles, notamment celle-là où, en fait, il va tuer quelqu'un en tirant à travers une canalisation d'eau. Alors la photo suivante, la photo 19, voilà, ça c'est le pendant américain, donc Ghost Dog, 98 avec Forest Whitaker qui joue pareil un personnage, donc de noir américain d'ailleurs, qui est fasciné par le code des samouraïs, qui se le récite avec ses pigeons sur le toit, un toit de New York, et qui va de la même manière éliminer quelqu'un en tirant à travers les canalisations. Ce qui est tout à fait improbable, c'est pas la peine d'essayer, ça marche sûrement pas. Enfin, voilà, c'est marrant en fait comme à plus 25 ans d'écart, en fait, ces 2 films se répondent et cette fascination en fait pour ce personnage du samouraï joue toujours. Alors pareil, hein, on retrouve cette influence dans tous ces remakes des années 2000 de films fantastiques comme Ring, qui a été repris par Gore Verbinski aux États-Unis, Darkwater qui a été également refait, Ghost in the Shell très récemment, donc l'animé de Mamoru Oshii qui date des années 90, qui a été refait avec Scarlett Johansson. Et je vous disais, j'en parlais de Brando tout à l'heure, voilà, le fait que Scarlett Johansson a joué dans un personnage japonais a suscité un certain nombre de critiques, alors que Brando à l'époque beaucoup moins. Alors, maintenant, on va finir, il me reste voilà, un petit peu de temps, on va finir donc sur les points de contact. Alors, les points de contact, c'est quoi? C'est donc cette influence qui joue toujours et le cinéma occidental va, un peu de la même manière qu'on l'a vu avec les personnages d'Américains qui se rendaient donc au Japon, ils vont essayer en fait d'explorer cette fois-ci les choses de manière plus critique par rapport à ce qui avait été fait avant. Alors, le premier film un peu dans cette lignée, c'est On ne vit que deux fois, c'est un James Bond qui a été tourné, donc premier James Bond tourné au Japon, avec époque Sean Connery, qui fait jouer donc un acteur qui s'appelle Tetsuro Tamba, qui était une grande vedette aussi de l'époque, qui a joué donc notamment pour tous ces Shambara, hein, il joue pour Hideo Gosha ou Kobayashi, des gens comme ça.
Et donc, dans ce film, on va avoir donc les 2 espions, les 2 maîtres espions, l'américain et le japonais, qui vont devoir s'allier avec évidemment, c'est une tension cette fois-ci entre les anciens ennemis, donc qui 20 ans avant, se combattaient, qui vont devoir combattre ensemble contre les génies du crime, actuels. Alors pareil, la Metro-Goldwyn-Mayer à la même époque va produire un film de science-fiction qui s'appelle Bataille au-delà des étoiles, qui est plutôt une série B, mais c'est assez amusant, avec des acteurs, un mélange d'acteurs américains et d'acteurs japonais. Et le metteur en scène, la mise en scène va être confiée à Kinji Fukasaku. Fukasaku, alors lui, il a fait Battle Royale, c'est peut-être son film aujourd'hui le plus connu, mais c'est aussi un de ses derniers. Mais par contre, Fukasaku, c'était le promoteur du polar, du néo-polar japonais. Alors lui, donc c'est un film aussi où on va avoir les oppositions en fait sont travaillées, les oppositions entre les 2 équipes américaines et japonaises sont travaillées. Alors, photo numéro 20, un film, alors cette fois-ci britannique, de John Boorman. John Boorman, c'est, Excalibur, c'est, Zardoz, des films comme ça. Ouais, elle est un peu petite. Je me suis dit: «Bah, c'est la photo qui est derrière moi en fait, hein». Alors cette photo, ce film aussi est très intéressant à plusieurs titres. Alors les 2 vedettes, ce sont Toshiro Mifune, donc le grand acteur japonais, avec Lee Marvin qui à l'époque est un des grands acteurs américains, et c'est l'histoire donc de 2 soldats qui se retrouvent sur une île et qui vont être obligés de cohabiter. Mais ça se passe encore pendant la guerre, donc en fait, ils passent leur temps à essayer, de prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Donc c'est un film très intéressant sur les rapports en fait dans le duel entre ces 2 personnages et évidemment sur l'évolution de leur rapport. Ça, c'est un film très fort. Alors, pareil, c'est une époque où on va beaucoup, réfléchir à ça. Il va y avoir un film qui va suivre l'année suivante qui s'appelle Tora, 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 qui entreprend de raconter l'attaque de Pearl Harbor, bon, déclencheur officiel de la Seconde Guerre mondiale. Alors la particularité, donc, les Américains, on sait que c'est un truc qui les a traumatisés, et puis bon, pour les Japonais, c'est quand même une victoire. Et ils vont en fait, le film va être une coproduction entre le Japon et les États-Unis, et elle devait être confiée à 2 metteurs en scène, Richard Fleischer pour les scènes américaines et Akira Kurosawa, encore lui, pour les scènes japonaises. Sauf que Kurosawa, bon, ça s'est pas bien passé et finalement, bon, en plus, c'était une époque, difficile pour lui, et finalement, il a laissé tomber, et c'est donc Kinji Fukasaku qui va, à nouveau lui, qui fera les scènes. Donc c'est un film qui montre finalement un événement traumatique pour les 2 pays. À travers le film, on va essayer de montrer quelque chose qui serait plus ou moins objectif. Ceci dit, il y a une quinzaine d'années, il y a eu Pearl Harbor, un film beaucoup moins subtil que celui-là, ce qui est un peu dommage. Comme quoi, en fait, les choses sont toujours à retravailler. Alors, je reviens un peu en Europe, hein. À la même période, on a des films comme Soleil rouge ou le blanc, le jaune et le noir, qui sont à nouveau des westerns, où on va toujours décliner ces thèmes de conflit, hein, cette fois-ci dans des configurations donc plutôt de divertissement, puisqu'on est dans le western. Là, cette fois-ci, c'est Charles Bronson opposé à Toshiro Mifune. Alors, encore une fois, cette fois-ci, on oppose les styles, hein, le style froid, méthodique, calculateur du japonais, avec le style un peu trop décontracté de l'américain. Alain Delon joue également dans ce film. C'est pas un de ses meilleurs rôles, mais le film est assez rigolo. Voilà. Donc, c'est tous ces films à cette période, hein, au tournant des années 70, vont travailler les antagonismes, mais dans une optique de réconciliation, et on va introduire donc plus souvent le japonais dans le monde occidental pour montrer un peu le contraste entre les deux. Et puis donc arrive, j'en ai parlé un petit peu, le nouvel Hollywood, c'est-à-dire les cinéastes qui vont provoquer une rupture au niveau du cinéma américain, qui vont être aussi donc des gens qui vont être fascinés donc par tout ce qui est asiatique. Rappelons par exemple que c'est l'époque où Bruce Lee donne des cours alors il est chinois, hein, c'est pas la question, mais des acteurs comme Steve McQueen ou James Coburn qu'on a vu vont prendre des cours de kung-fu chez Bruce Lee. C'est ce que raconte Quentin Tarantino, hein, dans son dernier film, Il était une fois à Hollywood. Et donc tous ces cinéastes vont être marqués par ce cinéma, et ils vont donc créer à nouveau des passerelles et s'inspirer de ce cinéma japonais. Alors, le 1er film important qui est vraiment à redécouvrir, c'est le Yakuza de Sidney Pollack, donc ça c'est la photo 23,
Voilà, où on retrouve donc encore une fois 2 grandes vedettes, hein, Robert Mitchum d'un côté et Ken Takakura, de l'autre. Le film est écrit par Paul Schrader, c'est un nom qu'on va retrouver derrière, donc celui qui a écrit Taxi Driver, entre autres, qui va ensuite passer à la mise en scène. Et Takakura, à l'époque, était considéré comme le Clint Eastwood japonais. Et cette fois-ci, donc, on va les mettre face à face dans un contexte contemporain du Japon dans les années 70, avec notamment les thématiques sur les fameux Yakuza. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard avec des films, les films de Takeshi Kitano, ou qui va faire la navette entre l'Amérique, notamment Aniki, mon frère, hein, qui fait la navette entre les États-Unis et le Japon, ou Black Rain, le film de Ridley Scott, pareil, hein, qui travaille en fait ces rencontres, ces chocs de civilisation. Et puis, donc, alors, je parlais de Paul Schrader, le scénariste Yakuza. Donc, lui, il va faire un film tout à fait étonnant qui s'appelle Mishima, donc photo 24. Donc, il va s'intéresser à ce personnage très controversé, qui est un personnage réel, hein, écrivain, mais aussi. Ah non, pardon, je m'excuse, c'est pas le bon. Voilà, c'est celui-là, Mishima. On passera à l'autre après. Si c'est 24, je me suis peut-être trompé moi dans la numérotation. Donc c'est un film donc, qui va s'inspirer, vous voyez, donc, de l'esthétique japonaise, parce qu'il y a des décors extrêmement stylisés, travaillés. Donc on retrouve presque ce qu'on a vu tout à l'heure sur le film de Samuel Fuller, hein, un gros travail sur l'esthétique picturale des Japonais pour parler d'un personnage typiquement japonais. Donc Mishima, donc c'était un écrivain qui a été aussi un activiste politique, qui a tenté un coup d'État à la fin des années 60, qui a avorté, et Mishima s'est tué selon le rite, le fameux seppuku, c'est-à-dire le rite du suicide traditionnel des samouraïs. Donc c'était quelqu'un quand même voilà, assez particulier. Mais sa littérature est fascinante, et donc Schrader, qui est fasciné par les personnages un peu limites comme ça, a fait un film sur lui avec, là encore, un acteur qui s'appelle Paul Ogata, qui est un cinéaste, un acteur japonais, pardon, très connu. Une très belle musique de Philippe Glass. Et donc, voilà, une tentative vraiment de plonger dans ce cinéma japonais. Donc, si on peut revenir sur la photo précédente, puisque j'ai dû voir, c'était la 25. Non, c'est la 25, c'est ça. Alors, donc là, cette fois-ci, c'est Empire du Soleil. C'est un film qui a été tourné 2 ans après. Donc, c'est un film de Steven Spielberg avec le tout jeune Christian Bale, le futur Batman. Et c'est un film donc, qui raconte la jeunesse. Alors, c'est inspiré d'un roman d'un Britannique, d'un écrivain britannique qui raconte son enfance. Alors, lui, il était à Shanghai quand les Japonais ont envahi la ville. Et il va être interné, donc il est séparé de ses parents, il va être interné dans le camp d'un camp de prisonniers de japonais pour occidentaux. Et là, il va faire l'apprentissage de la vie, mais surtout, il va subir, alors subir, je ne sais pas si c'est le mot, mais être fasciné par la culture des Japonais, parce que c'est un petit gamin, il a 12 ans, je crois, et il adore les avions. Et évidemment, juste à côté, il y a une base aérienne, et il assiste notamment au départ des fameux kamikazes, avec tous les rituels, etc. Et il va y avoir donc une communication, donc grand thème Spielbergien, une communication va se faire à travers l'aviation, à travers le chant aussi, entre les deux civilisations, les deux modes, la fascination de l'enfant américain pour tout, justement tous ces rituels, ces costumes, cette manière de faire qui est différente et une manière de l'approcher. Il y a des scènes absolument magnifiques où on sent en fait qu'entre les personnages, il y a quelque chose qui est en train de passer alors qu'ils sont en guerre et que l'enfant est prisonnier des Japonais. D'une certaine manière, c'est une façon de revenir sur le pont de la rivière Kwai, mais sur une optique évidemment Spielbergienne, c'est-à-dire beaucoup plus sensible et liée évidemment à l'enfance, à la magie de l'enfance. Alors, cette fascination et ces liens du nouvel Hollywood avec le Japon, elles vont se faire aussi de manière plus pragmatique. Kurosawa, donc je vous ai dit, à un moment, il avait des problèmes, il a été obligé d'aller tourner en URSS. Et quand il va faire, alors il y en a un notamment qui doit passer en ce moment, je crois, sur Arte, c'est Kagemusha, l'ombre du guerrier, qui était Palme d'or à Cannes. Et c'est un film qui a été Oui, il passe actuellement, il est remarquable, hein. voilà, c'est un de ses grands films, hein, Et son là, grand retour. c'est Coppola qui l'a aidé. C'est Coppola. Voilà, c'était le point sur lequel je voulais venir, c'est qu'effectivement, ce sont les gens du Nouvel Hollywood qui ont payé un peu leur dette d'inspiration en finançant, donc c'est Coppola et Lucas, et George Lucas, hein, qui ont cofinancé Kagemusha, et plus tard, Spielberg cofinancera avec Lucas Rêve, un autre film de Kurosawa. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est importante, hein, le fait aussi de payer sa dette et d'aller travailler sur des films comme ça. Alors on va terminer rapidement, parce que je crois que j'arrive au bout de l'heure, là où il est 10 heures. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être qu'on ait le temps d'en prendre une ou deux.
Voilà, alors en Europe, on va avoir donc ce même type de rapport à cette période, c'est les années 70-80 et même jusqu'à aujourd'hui. Alors assez rapidement, il y a le travail de Nagisa Oshima, qui est un grand metteur en scène contestataire, qui a bousculé les codes du cinéma japonais, et donc il y a eu aussi forcément une certaine influence, qui va devoir venir travailler en France pour pouvoir avoir les mains plus libres, notamment son fameux Empire des Sens, qui est un film donc, qui parle de sexe de manière très crue, et voilà, qui est un film qui sera coproduit par la France. Et il va continuer ensuite à travailler plusieurs fois. On va avoir quelqu'un aussi qui a été très influencé par qui est fasciné par le Japon, c'est Wim Wenders, un réalisateur allemand, qui va aller explorer le cinéma d'Ozu avec notamment un film qui s'appelle Tokyo Ga, où il va interviewer les anciens acteurs de l'ancienne vedette. Voilà, je te remercie, Julie. Oui, c'était lui. Voilà, lui, c'est Shishio Ryu. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est lui. C'est la grande vedette des films d'Ozu. Donc, il va aller le filmer voilà, dans un décor traditionnel. Mais vous voyez qu'il est traditionnel, mais en même temps, il est beaucoup plus réel. La matière n'est pas du tout stylisée. Donc, voilà, il va adopter le style d'Ozu pour parler des films d'Ozu. Et donc, dans les années 2000, moi, je trouve que cette influence continue alors, à travers l'animation. Donc, pareil, hein, dans les années 90, c'est l'arrivée des films d'Hayao Miyazaki qui vont fonctionner d'abord en Occident. Hein. Princesse Mononoke, c'est le premier film, le premier animé qui va être un énorme succès aux États-Unis. Donc, du coup, il va y avoir un accord de diffusion entre Miyazaki et Walt Disney, ce qui fait que les films vont avoir une énorme audience. Donc, qui dit audience dit influence. Et on la retrouve notamment enfin, en Europe, dans de nombreux jeunes metteurs en scène d'animation. Et je pensais à Michael Dudok de Witt, qui a fait, donc, son dernier film, c'était La Tortue Rouge, qui était écrit d'ailleurs par Pascal Ferrand. Dudok de Witt, qui est d'origine hollandaise, donc a démarré par des courts-métrages remarquables, Le Moine et le Poisson et Père et Fille, qui a été archi-primé. Enfin, Père et Fille, c'est un film de 10 minutes, mais qui est plus formidable que bien des films d'1 heure et demie, voire 2 heures. Et il est allé travailler au studio Ghibli. Voilà, ça c'est Père et Fille. Vous voyez l'esthétique, hein, extrêmement dépouillée, qui s'inspire aussi. Alors, il y a plusieurs sources, mais et puis bon, il a son style quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Mais on voit qu'on est aussi dans il y a quelque chose d'asiatique et de japonais dans le dépouillement. C'est un film qui est extrêmement efficace, avec des moyens extrêmement simples. Et c'est un film qui est extrêmement émouvant. Celui-là, je vous le recommande très très vivement, Père et Fille. Et donc voilà, il a travaillé avec les studios Ghibli, où il a pu développer donc son premier long métrage qui s'appelle La Tortue Rouge, qui est sorti au milieu des années 2000-2005, si j'ai bien. Voilà. Alors, Il est même passé à Cannes. Hein. Le Tortue qui a Rouge été, est passé oui, il à avait Cannes. été présenté à Cannes, effectivement. Donc, alors, je ne vais pas limiter. Là, je prends un exemple parce que sinon, ça nous emmènerait trop loin. Mais quand on voit un certain nombre de films d'animation, on voit bien aussi l'influence, notamment celle de Miyazaki ou de son alter ego Isao Takahata, l'influence qu'ils ont pu avoir. D'ailleurs, je pense que dans le cas du Doc de Witt, c'est plus Takahata qui, dans certains de ses films, est très dépouillé. Enfin, je pense notamment au Tombeau des Lucioles, un film extrêmement émouvant et qui fonctionne aussi sur des choses très simples, très ténues au niveau de l'animation, où ça bouge parfois à peine, mais où l'émotion est maximale. Voilà, je pense qu'il y a une vraie connexion entre ces deux créateurs. Et puis voilà, peut-être le dernier film que je voudrais citer, parce que moi, il m'avait beaucoup marqué, c'est le Lost in Translation de Sofia Coppola, où Bill Murray jouait Voilà, merci Julie. Voilà, cette photo est très parlante. Pour finir, peut-être en guise de conclusion, voilà, encore une fois, dans les années 2000, on a cet occidental un peu perdu qui se retrouve dans un monde dont il a du mal à saisir les codes et qui finalement va pouvoir y trouver une sorte de régénération. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous en parle, je ne dis pas plus. Mais c'est un de ces. Donc, tourné au Japon, encore une fois, Sofia Coppola est allée tourner là-bas. Donc, voilà, de son père, Francis Ford, à elle, il y a une transmission toujours de cette fascination. Et cette thématique donc, de l'influence, la fascination du Japon, de son cinéma et de sa civilisation sur le cinéma occidental continue à être très prégnante. Voilà. Ben, ouais. Voilà. Si vous voulez qu'on prenne le temps si vous avez des questions ou des remarques, hein, je ne pense pas avoir été exhaustif, c'est impossible, hein, surtout en 1 heure. Mais voilà, c'est un espèce de panorama, il y a beaucoup d'informations, je conçois bien. Mais c'est pour donner un peu une idée de cette grande discussion, hein, entre les deux cinémas,
qui a eu lieu sur quasiment 70 ans, 65. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. En tout cas, c'était très intéressant.